Il est 18h à Kinshasa, 1h de plus à Goma, où vous êtes nombreux à attendre ce Kinshasa Direct. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce programme. C'est parti comme ça pour à peu près 55 minutes de décryptage de l'actualité. Un seul sujet va justement occuper ce Kinshasa Direct. Nous parlerons du processus électoral. La CENI a convoqué ce jour l'électorat pour la présidentielle. Caleb Kalala Potoy, président du mouvement patriotique pour le changement, va venir nous donner quelques décryptages à ce sujet. Mais également en second lieu viendra Laurel Sosongo, qui est présidente de l'association Espoir de la jeunesse féminine. Avec elle, nous allons parler de la participation des femmes dans le processus électoral. Et vous le savez bien, avant le décryptage, avant l'exploitation de ces sujets, c'est d'abord les grandes lignes de l'information. Et c'est Nathan Diamoté qui est toujours là, le vendredi. Nathan, bonsoir à vous et vous avez l'antenne. Bonsoir Gaëtan Koubabourandi, bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. Élection 2023, les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a annoncé solennellement ce vendredi 1er septembre la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle devant l'ensemble du bureau et de la plénière. Quelques invités de la presse à la salle Abbé Apollinaire Malou, occasion qu'a saisi Kadima de lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ces processus qui s'engagent sur la dernière ligne droite. Et puis en tournée dans le nord Katanga, Moïse Katumbi a tenu un meeting à Malemba-Nkulu. C'est vendredi 1er septembre, jour de la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Les candidats présidents de l'opposition et en visite successivement après Malemba-Nkulu et Manono où il s'est rendu à Kongolo où il a prévu de se rendre également ce samedi. L'aéroport a été fermé. Et enfin, coup d'État au Niger, c'est une première depuis les débuts de la crise au Niger. Le président du Nigeria et actuel chef de la CEDEAO a évoqué la possibilité d'une transition si le pouvoir militaire en place à Niamey se montre sincère. Ces propos ont été retranscrits dans un communiqué rendu public ce jeudi par la présidence nigériane lors d'une rencontre entre Bola Tinubu et les conseils suprêmes des affaires islamiques du Nigeria. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubabourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Justement, Nathan Diamoté, Kinshasa Direct se poursuit. Kinshasa Direct va donc bien évidemment commencer. Nous plongeons dans le décryptage des dossiers du soir avec mes deux invités et ce sera dans un instant. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le Président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je ne parle pas en sénoufou ou en djoula ou en sérère ou en wolof. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol. C'est une révolte. C'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais
ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Il est avocat, il est également président d'un mouvement politique et de surcroît communicateur du regroupement politique Les Progressistes. Lui c'est qui? Lui c'est Caleb Kalala Potoy. Bonsoir et bienvenue à vous, maître. Bonsoir Gaëtan, merci bien. Alors c'est votre première fois à Télé 5 ans, vous m'avez dit. Tout à fait. Quelles sont vos impressions avant d'entrer dans le vif du sujet là? Épaté, fier de vous, du travail que vous rendez de temps en temps, et on est fiers d'être reçus par vous aujourd'hui. Ça fait beaucoup de temps que je suis à l'entente que vous venez ici à Télé 50 afin de parler de sujets d'actualité. Je suis ravi que vous soyez là. En tout cas, alors pour la présentation, je le disais, vous êtes président national du mouvement patriotique pour le changement. C'est un parti politique. Tout à fait. Nous avons créé ce mouvement politique pour que nous soyons au même diapason avec les autres. Pardon? Pour que nous puissions être au même niveau que les autres. Alors, vous faites partie d'un regroupement politique qui a le vent en poupe. En tout cas, moi, je vois les progressistes un peu partout sur les écrans. Quoique son leader n'est pas actif en termes de gestion, il n'est pas aux affaires, mais son regroupement politique, on voit un peu partout, les progressistes. Alors, où vous êtes communicateur, mais également coordonnateur du provincial dans le Kasaï oriental. Pourquoi on parle beaucoup des progressistes comme ça? Parce que nous sommes le progressiste. Vous savez, l'autorité Sami Badibangantita, bien qu'il parle si rarement, il parle presque plus, en fait. Il parle plus depuis qu'il a été Premier ministre. Peut-être les autres postes ne l'intéressent plus. C'est quelqu'un qui aime le progrès, qui aime que la situation de la population congolaise puisse évoluer. Comme bien évidemment, tu sais, nous sommes de la gauche, nous sommes là pour le social de la population. Et c'est dans cette logique-là que le progressiste est en train de se battre tout au long de la République démocratique du Congo. On va parler de votre idéologie, le progressisme ou le progressiste. Après, on met ça entre parenthèses. Peut-on d'abord, disons quelque chose sur l'actualité. La CENI a lancé aujourd'hui la convocation de l'électorat pour la présidentielle. On dirait que c'est irréversible. Nous allons droit et de manière, je dirais, irréfutable vers les élections. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette convocation? C'est une grande réussite parce que plusieurs doutaient sur la CENI, mais on est en train de se rendre compte que la machine est en marche et il n'y a pas d'hésitation au niveau de la CENI. Et rien n'hésite plus, tout est à croire que les élections pourront bien se passer et qu'on aura à donner au chef de l'État un second mandat pour nous autres des progressistes. S'il les gagne, en tout cas, s'il les gagne de manière honnête. Voilà pourquoi, au niveau des progressistes, on est en train de se battre corps et âme pour que cela soit une réussite palpable. Alors, Denis Kadima a haussé un peu le ton, lui qui a été souvent un peu timoré. Il a dit toutes les personnes qui pensent qu'il y aura ou il y aurait tricherie, en tout cas sans effet à eux. C'est un emprunt du langage religieux. Alors, ce sera des élections libres, transparentes et crédibles. Les vainqueurs sera déclaré vainqueur. On peut croire en ça, c'est ça? Tout à fait, parce que nous espérons aussi que ça doit être ces premières élections sans tricherie à tous les niveaux possibles et qui est un peu déclaré. Ça va consolider la démocratie, là. Voilà, parce que nous sommes habitués à voir des gens qui ne sont pas élus, des députés et tant d'autres, être remplacés par d'autres qui sont plus friqués que les autres. Et je pense que cette fois-ci, Denis Kadima fera mieux. En logique, on parle des prémices. Si les prémices ne sont pas bonnes, forcément, les résultats, la conclusion sera mauvaise également. De quelles prémices, par exemple, vous parlez? Oui, le PPRD, notamment, a toujours décrié comment vous avez constitué la Cour constitutionnelle. Pour les PPRD, les membres qui composent le bureau de la CENI aujourd'hui... Il ne fallait pas qu'on prenne un membre du PPRD. Ont été débauchés. Le PPRD n'a pas mandaté officiellement quelqu'un pour le représenter au sein de cette institution. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Pour le PPRD, ce sont les prémices qui ne sont pas bien jetées. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu et nous, on a respecté leur volonté, c'est tout. Et nous, on doit évoluer. On ne doit pas être tenu en otage parce qu'une partie de la population ou des individus n'ont pas voulu. Pour vous, ce n'est pas suffisant pour remettre en cause tout le processus? Non, pas du tout, parce qu'on est dans un pays démocratique. Ils sont libres de décider comme bon leur semble. Ça revient de leurs droits et nous, on respecte leurs décisions. Ils sont libres d'accepter d'aller ou pas et la population congolaise n'est pas dérangée par ça.
à mon avis. La population, on ne saura pas. S'il y avait un référendum, on aurait demandé à la population. C'est visible parce si elle pense que c'est visible. Aller aux élections avec ou sans le PPRD est une bonne chose ou pas. C'est visible. Vous avez vu le nombre de candidats enregistrés. Vous avez vu sans le PPRD, mais vous avez vu le nombre de candidats enregistrés. Vous avez vu combien de gens se sont fait enrôler. Tout ça pourquoi? Parce que nous voudrions évoluer. Nous voudrions qu'il y ait un vrai changement dans les mois à venir. C'est une population qui n'a plus confiance aux institutions. Qui veut s'abstenir même. S'il y a confiance ou pas, je pense que c'est par les élections qui pourront déterminer cela. Et attendant dans les mois à venir, nous serons très bien déterminés. Et nous espérons qu'il y a confiance, raison pour laquelle nous disons au niveau de notre plateforme, les progressistes, que nous nous battons pour bien prêcher ce que fait le président Félix, de telle sorte qu'il puisse avoir son deuxième mandat sans difficulté. Alors là, à la CENI, lors de la convocation, il y a eu beaucoup de leaders politiques, mais principalement ceux de la majorité, ceux qui sont partis de Joseph Kabila pour se retrouver avec Félix Tshisekedi. Moins on a vu les gens de l'opposition. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Bon, vous savez, l'opposition est dans son job naturel, c'est-à-dire qu'il faut chercher à boycotter, à diaboliser pour un peu attirer la sympathie des uns et des autres. Je pense qu'ils sont au courant de tout, de ce qui est en train de se passer, et les uns finiront par regretter de ne pas avoir accompagné la CENI, et les autres peut-être pourront s'en sortir. Vous avez vu plusieurs têtes, parce que vous avez parlé de ces partis-là, qui ont dit qu'ils ne vont pas aller aux élections, mais vous avez vu leurs membres et leurs cadres aller postuler dans d'autres partis politiques, ce qui fait voir qu'ils ont envie d'aller aussi aux élections. C'est marginal. Ils ont besoin de ces changements. C'est marginal, ce n'est que 2-3 personnes, c'est pas de manière officiellement, il n'y a que 2-3 selon vous, mais oui. Peut-être il y en a encore plusieurs. On n'en sait pas en tout cas, parce que voilà. Si le PPRD a boycotté, le PPRD n'emploie pas le mot boycotter, le PPRD parle des conditions. Dès le début de ce processus, il a été rejoint par Martin Fayoulou, ce boycott à demi-mot. Martin Fayoulou qui, lui, pose des conditions de révision du fichier électoral ou de l'audit du fichier électoral par des organisations extérieures. Alors, ces conditions, ça vous dérange pas un tout petit peu? Non, moi, la question que je voudrais me poser, c'est de savoir, aux élections passées, Martin Fayoulou était candidat. Est-ce qu'on avait tout fait ce qu'il avait demandé? On n'a pas eu à résoudre tout ce qu'il avait demandé, mais il avait accepté d'être candidat. Il est allé aux élections. Et qu'est-ce qui lui a empêché cette fois-ci d'aller encore à ce titre-là? C'est-à-dire que rien n'est parfait. On ne dit pas que la CENI fera tout correctement comme il le faut. Il y aura toujours des petites erreurs, mais c'est son choix. Encore une fois, on respecte sa décision de ne pas avoir accepté de se lancer ensemble avec nous autres. Et c'est un droit qu'on respecte. Alors, parlons un peu des progressistes. C'est regroupement politique, c'est pas un mot facile à prononcer en tout cas, regroupement politique, qui a beaucoup de partis politiques qui a atteint le seuil, en tout cas. En quoi est-ce que vous êtes progressiste? C'est en comparaison à quelle autre idéologie en fait, ici dans le contexte congolais? En fait, nous sommes progressistes. Pourquoi? Parce que notre vision est de progresser, d'aller un peu plus loin sur le plan social, je l'ai répété ici. Nous sommes en train de se battre pour que la situation de la population congolaise puisse s'améliorer davantage. Et c'est au travers de notre autorité morale, Sami Badi Bangantita, qui se bat corps et âme aux côtés des chefs de l'État pour que nous puissions obtenir gain de cause quant à ce. Et voilà l'avantage avec les progressistes. Nous nous battons sur tous les plans. Mais tous les partis politiques sont pour le changement. Effectivement, ceux qui sont dans la même logique, voilà, ils viennent nous rejoindre au niveau de la famille progressiste pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Vous progressez même culturellement dans tous les domaines. Dans tout le domaine. Tout le domaine. Je vous donne l'exemple, dernièrement, il y a l'autorité qui était au Kassai-Oriental, mais qui a trouvé qu'il y a eu de ces routes qui n'évoluaient pas correctement. Mais grâce à son lobbying auprès du chef de l'État, il y a eu des choses qui ont pu avancer et accélérer le plus vite. Alors là, on va sur les images que vous m'avez envoyées, en tout cas pour illustration. Vous étiez en tournée avec M. Sami Badi Banga. Alors ici, c'était à l'occasion de quoi? Tout à fait. Il accompagnait les chefs de l'État qui étaient venus commémorer l'anniversaire de Monseigneur Kassanda, oui, le représentant de l'Église catholique là au Kassai-Oriental. Et là, il est resté pour visiter son territoire, comme il est grand notable là-bas, dans le territoire de Katanda, où il est candidat à la députation nationale et provinciale. Et c'était une façon de communier avec la population, savoir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il pouvait faire en tant que notable du coin. Et il a eu tous ces désidérata qu'il pourra aussi rapporter à son niveau au chef de l'État. Et vous l'avez accompagné? Tout à fait, parce que je suis coordonnateur de la province du Kassai-Oriental. C'est tout à fait logique que je l'accompagne et je sois à ses côtés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait M. Sami Badi Banga depuis
qu'il n'est plus Premier ministre en tout cas. Il est sénateur, il a la confiance du chef de l'État et il travaille avec lui. Voilà, jusque-là. Ok, l'actualité, c'est aussi ce que la société civile appelle carnage, la barbarie qu'il y a eu à Goma. C'était le mercredi, une manifestation réprimée à 100 par les forces de l'ordre. Il y a eu d'abord la police, puis l'armée par après. Alors toute l'opposition a demandé des enquêtes claires. Aujourd'hui, on a vu débuter une audience foraine pour flagrance en tout cas, contre les manifestants. Pourtant, on demandait plus des enquêtes contre les forces de l'ordre ou les personnes qui ont tué à bout portant comme ça les manifestants. Quelle est la réaction de votre parti politique ou du groupement politique? Alors, je pense que, à mon avis Oui. personnel, les responsables doivent répondre de ces actes parce que je doute fort que les chefs de l'État soient contents avec, pareil, toute la population congolaise. Les tueries des êtres humains, ça ne nous arrange pas. Et encore une fois, pour nous, je pense que c'est le moment peut-être d'élever cette décision en rapport avec aussi l'état de siège, parce que les militaires, des fois, ils confondent être un peu à la gazerne et puis tirer des gens si facilement comme ça. Je pense que les donneurs de ces ordres doivent répondre devant la justice. Après vous, qu'est-ce qui a poussé les forces de l'ordre à agir ainsi? Bon, je n'étais pas sur place, je n'ai pas encore eu l'air son des cloches en ce qui concerne ces points-là, mais je pense qu'on n'encourage pas le fait qu'on ait tiré sur ces gens-là. En même temps aussi, on n'encourage pas aux civils de revendiquer de n'importe quelle manière. Je pense que c'est des bonnes lois de respecter les principes. C'était une manifestation pacifique, bien évidemment. Oui, mais je pense qu'elle n'a pas été autorisée. Elle peut être pacifique, mais il faut respecter les décisions de ceux qui gouvernent et ceux qui dirigent pour éviter qu'on arrive à des cas pareils. Est-ce que ça autorise, je ne sais pas, les forces de l'ordre à agir de manière aussi disproportionnée, brutalement? Je ne suis pas là pour les défendre parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais je pense que ce sont des humains comme nous et on ne sait pas devant quel obstacle ils se sont retrouvés pour tirer comme ça, même si on n'encourage pas cela. Mais je pense qu'à la longue, ce sont des choses qu'il faut éviter de part et d'autre pour qu'il n'y ait pas de tels regrets, comme on les constate aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup Caleb Kalalam Potoy, maître avocat, en tout cas président du mouvement patriotique pour le changement. Alors, vous êtes également communicateur des progressistes, le regroupement politique de M. Sami Badibanga. Alors, notre échange touche déjà à sa fin. Un dernier mot peut-être? Remercier la population congolaise, remercier la famille progressiste qui nous suit de partout. Bien évidemment, notre autorité morale, Sami Badibanga, qui ne cesse de se battre pour que nous puissions rayonner tout au long de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas saluer ma base électorale, la ville de Mbujimaï, là où il y a mes électeurs, et que Dieu puisse nous assister davantage pour que nous puissions effectivement atteindre nos objectifs au sein de ces élections qui pointent à l'horizon. Merci beaucoup d'être passé à Télé 50. Ce n'est pas votre dernière fois en tout cas. Kinshasa Direct est là pour vous recevoir et parler de vos activités. Avec plaisir. Merci bien. Merci. On va rester ensemble cette fois pour prendre une dame qui va nous parler de la problématique de la participation des femmes dans ce processus électoral.
Alors, bienvenue à vous si vous nous avez rejoint. Kinshasa Direct se poursuit. Cette fois, je reçois une dame, Laurel Sosongo, présidente d'une association. Je m'en vais la saluer. Bonsoir et bienvenue à vous, Madame Sosongo. Bonsoir Gaëtan, merci pour l'accueil. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes en vert comme le précédent invité qui était en cravate verte. Vous êtes présidente de l'association Espoir de la jeunesse féminine oui. Et membre d'un parti politique également. Oui, Courant des démocrates rénovateurs, parti cher à son excellence Jean-Lucien Boussa. Ok, alors Congo démocrate CODER. Courant des démocrates rénovateurs. Ouais, je connais CDR, je connais bien l'abrégé CDR en tout cas. Alors avec vous, on va parler de la participation des femmes dans le processus électoral. Est-ce que la participation de femmes est toujours une problématique à l'heure actuelle? Oui, c'est une problématique, ça attire vraiment l'attention. Les élections, le processus électoral n'est pas lié à l'homme ou à la femme, mais seulement que la représentativité de la femme est faible. C'est ce qui attire notre attention et nous pousse à réfléchir sur la participation de la femme à ce processus électoral. Alors, la femme, elle est marginalisée qu'est-ce qui est à la base de cette marginalisation? C'est la femme elle-même qui ne s'engage pas ou il y a toujours cette domination masculine qui empêche la femme à pouvoir s'engager? Bon, il faut ici signaler qu'il y a des avancées très significatives en faveur de la femme. Oui. Donc, sur le plan des lois, sur le plan de l'éducation, même la femme oui, aujourd'hui, on a tous accès à l'éducation, à l'instruction, au travail, mais il se pose un problème de leadership de la femme. Donc, bien que nous allons tous à l'école, mon finish, c'est un problème de leadership. Lorsqu'on arrive à un endroit où il faut qu'il y ait des femmes dans des postes de prise de décision, là, c'est un problème. Et aussi, lorsqu'aujourd'hui, nous parlons du processus électoral, parler des élections, là aussi, parler de la politique, c'est un domaine où les femmes ne s'intéressent pas trop. Et là, on ne peut pas directement dire que c'est suite à une marginalisation, parce que nous avions vu avec cette loi électorale, où on a favorisé les femmes, oui. Mais au finish, nous avions vu que c'est avec les députés nationaux, les femmes sont représentées qu'à 17% contre 83% chez les hommes. Donc il se pose un problème et par rapport à cela, nous disons qu'il y a un problème de formation et de l'information. Bien que la CENI a mis en place des mesures incitatives pour pousser les partis politiques à recruter plus des femmes, il y avait même, je dirais, beaucoup de bénéfices à recruter des femmes, c'est que les partis politiques qui auraient atteint un certain seuil ne paieraient pas la caution. Si si vous avez aligné 50% de femmes dans votre liste, vous serez épargné de caution. Ça n'a pas dérangé les hommes parce que pour moi, ça aurait été une sorte de discrimination. Mais malgré ça, il n'y a pas eu beaucoup de femmes dans les partis politiques. Oui. Et c'est ce qui a attiré notre attention et c'est ce qui nous a poussé vraiment à beaucoup plus sensibiliser la femme. Et aussi, la manière dont ça s'est passé dans des partis politiques, vous voyez, pour devenir leader, ce n'est pas du jour au lendemain. On ne s'en profite pas aussi. Il faudrait qu'il y ait un investissement à la femme. Il faudrait qu'il y ait des mesures incitatives qui puissent inciter la femme à s'intéresser à la politique. Oui, ça s'est fait, mais ce n'est pas vraiment, c'était de manière conjoncturelle. Vous savez, lorsqu'il fallait déposer des listes électorales, c'est à ce moment-là qu'il faudrait chercher des femmes. Et des femmes peut-être... Pour remplir un quota comme ça. Par népotisme aussi, on peut arriver à ça, oui. Oui. Donc, ce problème ne s'est pas posé seulement pour les femmes, mais il faut voir que la femme n'était pas vraiment assez préparée pour des élections. Et voilà que c'est une compétition, c'est une bataille. Il faudrait déjà avoir des préalables, des prérequis pour être apte à se donner pour cette bataille qui sont des élections. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait multiplier la sensibilisation au niveau des femmes, parce que s'il faut parler au niveau des avantages, la femme aujourd'hui ne peut pas seulement se dire que nous sommes marginalisés. Donc il y a beaucoup d'avantages, comme je l'ai dit, par rapport à la loi, par rapport à l'éducation, à l'instruction. Nous avons tous ces accès-là, mais on voit que la participation de la femme reste encore un peu minime par rapport... Alors, moi j'ai une autre question. Pourquoi la femme doit alors beaucoup plus participer? Si les hommes sont là, avec peu de femmes, ça peut faire l'affaire, non? Non, le problème ici, ce n'est pas l'homme et la femme. Le problème, c'est la représentativité. Ouais. Lorsque nous avons tous accès au même... L'accès est égal, donc ce qui signifierait qu'à la fin, il faudrait qu'il y ait ces femmes qui ont étudié, qu'on puisse leur voir aussi être représentées. Donc le problème, ce n'est pas les hommes et les femmes, parce que
à compétence égale, nous sous-entendons qu'à compétence égale, nous avons les mêmes chances. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui ont ces compétences, mais il y a d'autres aspects qui influent. Elle se résigne à faire autre chose. Oui, donc le problème c'est que ce domaine, le domaine politique, beaucoup de femmes ne s'y intéressent. Alors que nous avons aussi besoin de femmes leaders qui puissent s'imposer. Leadership, c'est avoir une influence. Et cette influence-là, c'est lié à beaucoup de choses. Mais il faut voir la culture de la femme congolaise. La culture, peut-être, c'est lié aujourd'hui avec la religion. Certaines religions peuvent dire que les femmes ne peuvent pas diriger. Et il y a certaines femmes aussi qui sont intelligentes, qui sont capables, mais qui sont compétentes. Mais par rapport à leur religion, elles peuvent se dire qu'ils ne peuvent pas parler devant les gens. Il y a aussi les us et coutumes dans certains coins du pays où la femme ne peut pas se mettre debout pour parler devant les hommes. Et tout ça, ça a un lien par rapport à ça. Donc, au-delà des compétences que nous avons, au-delà de ces accès qu'on nous donne, il y a encore un problème de sensibilisation. Parce qu'il un problème de mentalité. Alors. Des mentalités. Il y a des choses à déconstruire, oui. Notamment le poids de la religion, oui, un tout petit peu, oui, et la tradition aussi. La tradition aussi. Ok, vous voulez avoir... En dehors de ça, vous savez aussi, avec la politique, c'est aussi un problème de moyens. Des moyens financiers. Il y a aussi un problème de moyens financiers. Il y a plus de hommes parce que les hommes ont travaillé bien avant et les hommes ont déjà ces moyens financiers qui peuvent leur permettre facilement de faire face à ces défis. Mais les femmes aujourd'hui, il y a certaines femmes, là vraiment il faut saluer le président de la République parce qu'avec les nominations, nous voyons qu'il est en train de promouvoir la femme et les jeunes pour que demain nous puissions avoir cet équilibre financier pour que nous puissions nous lancer dans cette bataille. Alors si je vous comprends bien, vous êtes dans des questionnements, vous vous êtes rendu compte évidemment que la femme étudie autant que l'homme, oui. Mais du haut de l'échelle, elle n'est pas là. Alors, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi elle n'est pas là. Et parmi les réponses, c'est notamment, il y a une certaine mentalité qui ne lui donne pas la possibilité de pouvoir évoluer jusqu'au haut de l'échelle. C'est ça? Bon, en dehors aussi, je pourrais, c'est ça, mais il faudrait aussi ajouter qu'il y a vraiment un écart très considérable entre l'élite congolaise, l'élite féminine et la population et la femme en général. Vous voyez qu'il y a assez des avancées par rapport aux lois, comme je venais de le dire, mais il faut voir aussi qu'il n'y a pas vraiment, cette information n'est pas directement transmise à la population. Au moment maraîchère, au moment dans les avenues, dans les quartiers populaires, il y a vraiment cet dysfonctionnement entre les avancées. L'élite féminine comprend mieux par rapport à la base, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui sont analphabètes. Et lorsqu'elles sont analphabètes, elles n'ont pas accès à l'information. Ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'avancées sur le plan légal, mais qui ne sont pas vraiment bien transmises par rapport à la population. Et là, nous avons des conséquences telles que il y a 17%. Oui, vous avez dit qu'il y a beaucoup de femmes analphabètes, autant que les hommes aussi. Hein. Statistiquement parlant, d'après l'UNESCO, aujourd'hui en RDC, il y a plus de femmes instruites que les hommes, beaucoup plus même. Oui, vous savez, mais avec le problème de culture, l'homme, il est déjà... comment se dit, il s'est dit déjà capable d'affronter le tout. Et là, c'est depuis les bas âges. Vous allez voir même quand on grandit, je peux dire l'expression lingala, quand c'est un homme qui tombe parfois, on peut lui dire, moi, on va aller là, il a pas m'battre. Ben, ça, c'est pour les femmes. Donc, on traite déjà... ça toute mon enfance, par mon père. Donc, l'homme, déjà, dès le bas âge, on lui dit qu'il est fort, il peut affronter. Et la femme, peut-être, dès le bas âge, elle est là, on lui dit qu'elle est limitée, elle doit avoir le soutien de l'homme pour progresser. Vous voyez qu'on pourra avoir les mêmes compétences devant des mêmes opportunités, mais il y a un poids qui est sur la femme qui se dit, donc c'est d'abord l'homme et la femme vient après. Alors, par où on devrait commencer pour essayer de changer un peu cette manière de voir et d'évoluer? À l'université notamment, vous pensez? Bon, pas à l'université, je pense qu'il faut investir à la maison. À la maison, oui. À la maison, même à l'école primaire, humanitaire, donc aux universités. Université, je pense que là-bas, on n'apprend plus rien. Là, déjà, c'est presque trop tard. C'est presque trop tard. Il y a déjà une personne bien battue, parce que c'est déjà à l'âge de la majorité, donc 18 heures adulte. Donc, je pense qu'il faudrait investir à la jeune fille. Depuis le bas âge, depuis la maison, les traitements dans la famille. Il ne faut pas que les parents puissent montrer cette inégalité entre hommes et femmes, entre jeunes filles et petites filles et petits garçons. Leur montrer que la femme aussi est capable.
La femme aussi est capable. Pour ce qui concerne les partis politiques pour les élections, je pense que les partis politiques aussi devraient avoir une vision. Devraient avoir une vision bien avant. Et cette vision ne doit pas être incarnée seulement pendant des élections et surtout seulement pendant les dépôts des candidatures. Comme je viens de le souligner, autant que c'était pour les hommes et pour les femmes, mais les hommes ont déjà un avantage, comme je venais de le dire, sont un peu souples, ils savent déjà comment diriger, mais à la femme, il faudrait leur inciter à le faire. Donc il faudrait déjà dans des partis politiques mettre cette politique d'inciter les femmes à la gestion. Bon, généralement, dans des partis politiques, lorsqu'on voit des femmes, c'est pour les protocoles, c'est pour être secrétaire, c'est pour être trésorière, c'est pour organiser des manifestations. Mais aujourd'hui, là, nous parlons du leadership. Donc, les femmes doivent atteindre ce niveau. Et aussi, pour les femmes, c'est un combat. C'est un combat, ce n'est pas un acquis. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui pensent que du fait d'être femme, lorsqu'on parle, on dit que les candidatures féminines sont encouragées. Du fait d'être femme, c'est d'être déjà favori. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la compétence. Nous disons, à compétence égale, nous avons les mêmes chances. Donc, c'est-à-dire, il faudrait d'abord avoir ces compétences pour se lancer dans cette bataille. Parce qu'il faut se le dire, même les hommes entre eux, c'est bataille pour avoir des postes. Donc, ce n'est pas un cadeau même entre les hommes. Et si aujourd'hui, il faudrait que les femmes accèdent à des postes de prise de décision, donc doivent être munies de compétences. Les hommes entre eux ne se favorisent pas. Ah oui, ça aussi, hein. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Même les hommes entre eux, ce n'est pas un cadeau de devenir leader dans une société. Donc, c'est-à-dire, il faudrait avoir des préalables. Des préalables, et ces préalables, je dis, c'est un problème où la société a une part par rapport à ce frein de l'épanouissement de la femme. Mais aussi, je lance un appel aux femmes de se prendre en charge, de comprendre qu'aujourd'hui, les femmes, les 17% qui nous représentent au niveau des élections, donc doivent vendre l'image de la femme en tant des personnes compétentes. Donc là-bas, ce n'est pas un problème. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit voter. C'est parce qu'on est femme qu'on va vous donner notre voix. C'est parce que vous avez un programme, c'est parce que vous dépendez de la population, parce que vous avez une vision et que vous allez vendre. Donc, je vois que par rapport à cela, c'est un problème. Et l'entourage doit accompagner la femme et la femme aussi doit se battre pour vendre l'image. Alors, il y a aussi un cliché qui est vraiment très présent dans le milieu politique, la femme qui évolue en solo ou la femme qui est dans un mouvement politique, c'est souvent une femme cooptée, soit une femme qui entretient des relations discrètes avec un tel ou un autre leader. C'est une réalité pour vous ? C'est une réalité, en tout cas, dans le milieu politique, en fait, je voulais dire. Bon, on pourrait le dire, c'est une réalité, mais on ne peut pas dire que c'est ça. On ne peut pas généraliser. Oui, on ne peut pas généraliser. Okay. Pour dire qu'il n'y a pas de compétences femmes. Donc, ce n'est pas... Là, c'est sous-estimer les compétences de la femme, parce qu'aujourd'hui aussi, ça donne un mauvais exemple à la jeunesse qui vient, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent voir une femme être politicienne, ce n'est pas vraiment une bonne chose, parce qu'ils donnent des arguments que vous venez de donner. Donc, arriver devant les gens pour atteindre un niveau, on sous-entend qu'il y a eu des parachutés, il y a eu quelque chose qui s'est passé n'est pas vraiment bon pour elle n'a pas suivi le même cheminement qu'un homme. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous prenons, c'est la méritocratie. C'est la méritocratie et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de femmes qui méritent. Donc il y a des femmes aussi qui vendent l'image de la femme en tant que leader. Nous voyons des femmes aussi qui sont évoluées en politique. On peut citer Madame F. Bazaïba, nous avons vu son parcours au niveau de l'opposition, c'est qu'elle a été. Nous pouvons citer Maman Marie-Ange Lukiana, Maman Koima Futa, donc Geneviève Inagosi. Ce sont des femmes qui n'ont pas mis leur aspect femme, mais ils ont mis leur aspect compétence et aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. Alors, le chef d'État, on l'appelle champion en masculinité positive. C'est une expression propre à l'africaine, en tout cas, j'essaie de fouiller un peu partout. Est-ce que tous les forums organisés par le président de la République, toutes les campagnes financées par les organisations internationales, l'UNESCO et autres, pour essayer de promouvoir cette masculinité positive, suffiraient pour changer ces mentalités en politique notamment?
Bon, suffirait... Ou c'est pour la famille simplement, parce que là, en masculinité positive, on parle de la famille, c'est un homme qui porte un bébé, c'est pour montrer que voilà, la femme aussi peut être libre, elle n'est pas absolument liée à l'enfant. Pour vous, ce concept-là est suffisant ou on doit passer à un autre concept beaucoup plus fort? Là, vous venez de parler de deux choses différentes. Lorsqu'on parle de la masculinité du président de la République, là, c'est une chose que nous saluons aussi. Je l'ai dit en passant qu'aujourd'hui, dans des postes nominatifs, nous avons vu que le président de la République fait la promotion de la femme. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il va les chercher loin. Ce n'est pas des femmes qui ont fait un parcours, et non pas un cursus politique. On va les chercher quoi? C'est vous croyez comment pour la plupart, ce sont les femmes qu'on est allé chercher loin. Vous savez, ce n'est pas qu'on est allé chercher loin, c'est que les femmes, ce sont des femmes qui ne sont pas, comment dire, comme nous voyons des hommes, ils sont là prêts à faire leur promotion. À faire leur promotion. On connaît Kuba Bourandi, on peut connaître une autre personne ici à Télé 5, mais les femmes, ce ne sont pas vraiment, elles ne sont pas trop connues. Donc, parce que être aussi connu, ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Mais ce sont des compétences qui peuvent, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre quand même. Beaucoup de femmes travaillent aujourd'hui, elles sont libres, elles font beaucoup de Dubaï. Quand elles ont de moyens, elles travaillent dans je dirais, une entreprise publique. Les premières sommes qu'elles reçoivent, c'est pour faire Turquie, Dubaï, et voilà, elles combinent les deux. Voilà, c'est ce que je venais de dire, que le problème ici, ce n'est pas de ne pas travailler. Aujourd'hui, déjà, toutes les femmes, nous avons le même accès. Le problème se pose au niveau du leadership. Là, dans des postes de prise de décision, les femmes sont très peu représentées. Voilà que c'est que vous venez de dire par rapport au président de la République, c'est avec lui qu'il essaye de faire cette représentativité des femmes au niveau des postes de prise de décision. Et là, ce n'est pas vraiment lié à la masculinité positive. Non, c'est pas lié à ça. C'est ça la masculinité positive, nous saluons. Mais le problème, c'est que vous essayez de nous faire comprendre que lorsque la femme a accès à l'argent, donc c'est plus le commerce, c'est plus le Dubaï et tout ça. C'est d'elle-même, même quand elle a toutes les compétences. Non, on ne peut pas lier les choses. Les compétences, c'est par rapport à son travail. Est-ce qu'elle fait très bien son travail ou on ne le fait pas? Je dis que être leader, ce n'est pas du favoritisme qu'on donne à la femme. Ce n'est pas du favoritisme. On se dit, à compétences égales, nous avons les mêmes chances. Donc le problème, c'est que la femme doit être représentée par rapport à ses compétences et non pas par rapport parce qu'elle est femme. Sinon, là, on reviendrait dans votre hypothèse où on dit que la femme, si elle est là, elle est cooptée, elle est là pour des raisons X, Y. Mais nous, la promotion de la femme dont nous sommes en train de faire, c'est la méritocratie. La méritocratie, nous pensons que comme nous avons tous les mêmes chances, nous sommes tous allés à l'école, nous avons tous eu les mêmes matières. Donc, c'est-à-dire qu'au finish, nous avons tous les mêmes chances de diriger. Et alors, par rapport à notre entourage, il y a certains pesanteurs qui font que la femme ne puisse pas vraiment aller de l'avant. Mais nous ne disons pas seulement que ce sont ces pesanteurs-là, parce qu'il y a certains hommes aussi qui peuvent nous dire aujourd'hui, dans leur parti politique, ils ont cherché des femmes, ils n'ont pas trouvé. On ne peut pas imposer aux gens, à la femme, de dire que vous serez politicien. Autant aussi pas aux hommes que c'est un problème de choix. C'est un problème de choix. Mais il faudrait comprendre qu'en politique, c'est un terrain un peu... on a mal fait la promotion de la femme en politique. Et ce qui a fait que c'est un terrain un peu glissant, ce qui fait qu'il y a peu de femmes peut-être qui s'intéressent à cela. Lié à cela, je dis le moyen, lié à cela, tout le stress qu'il y a. Mais nous pensons aujourd'hui, avec cette loi électorale, si on investit et qu'on sensibilise plus, prochainement, il y aura vraiment des avancées. C'est un très vaste sujet dans lequel s'imbrique à la fois la sociologie, l'anthropologie, mais également la religion, etc. Alors, vous vous définissez comment vous êtes une féministe? Féministe, pour dire, pas vraiment trop, hein, pas vraiment trop, parce que ça donne l'impression qu'on est là seulement pour défendre les femmes. On est là pour défendre les compétences. Et surtout, qu'il y a aussi des compétences féminines qui sont négligées. Et on ne sommes pas là pour dire que les femmes, du fait que vous êtes femme, c'est être inférieur, c'est être incompétent, ce n'est pas avoir de la matière. Non, nous vendons cet aspect-là de méritocratie de la femme. Et aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il y a vraiment un sérieux problème et nous voulons sensibiliser les femmes. Les femmes en tant que leaders, les femmes en tant qu'électrices. Même les femmes en tant qu'électrices. Combien de femmes qui s'intéressent à la politique? C'est-à-dire voir des débats politiques, il faut voir les informations, combien de femmes sont là pour
apprendre, connaître comment ça se passe. Et c'est par rapport à cela qu'on pourrait avoir déjà un échantillon des femmes qui pouvaient devenir des leaders politiques. Dans notre tradition, on dira que c'est pas son dada, c'est pas sa place, la politique peut-être. Bon, avant, on disait que la femme, sa place était à la maison. Mais aujourd'hui, il y a une évolution. Nous pouvons aller à l'université, nous pouvons aller étudier, faire des formations et devenir ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire, avec ça aussi, on peut faire la politique. Parce qu'on souffre déjà dans le monde. Donc, par rapport à ça, nous disons qu'il n'y a pas de tabou. Et le message aussi est lancé à ces femmes leaders que nous sommes, qu'il faudrait vendre une bonne image de la femme. Une bonne image de la femme. N'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des rumeurs, de ce qu'on dit de la femme qui n'est pas bonne. Et si l'une de nous arrivait aussi à commettre ces erreurs-là, donc cela reviendra encore à nous tous. Donc les élites féminines qui sont déjà à un niveau élevé, c'est à elles maintenant de vendre l'image, montrer à celles qui viendra, montrer le chemin aux autres femmes aussi. À celles qui viendra après nous pour leur dire que c'est possible. Alors, parmi les pesanteurs, je suis en train de réfléchir, parmi les pesanteurs qui freinent la femme à pouvoir évoluer politiquement, ce n'est pas peut-être des remarques sexistes et certaines discriminations ou agressions au sein des partis politiques. Vous en avez peut-être connaissance. Dans les partis politiques, les femmes sont bien traitées, autant que les hommes sont traités. Oui, ces problèmes, on ne peut pas le nier. Ça existe, mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un combat. C'est un combat. Donc, on ne peut pas dire que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est un combat et il faudrait vendre ses compétences. Vous savez, certaines femmes qui sont victimes de cela, il y a certaines femmes qui se sont laissées et sont parties alors qu'ils avaient des compétences parce qu'elles étaient découragées. Mais ce n'est pas une bonne chose d'être découragée. Parce que nous qui osons le faire, c'est par... Nous le faisons pour être l'exemple de ceux qui viendront après nous. Et je pense que ça existe, mais c'est quelque chose que nous devons minimiser et voir le bon côté, c'est-à-dire... C'est minimisable ou on doit minimiser? C'est que peut-être, parce que si la femme ne se sent pas libre de pouvoir dénoncer les actes sexistes ou le comportement agressif, peut-être va se laisser dissuader de ne pas continuer. Et par conséquent, les autres n'évolueraient pas avec elle, autant qu'elle. Ouais. Donc, le problème ici, j'ai dit que ça existe, mais aussi il y a une évolution avec ce qui se passe, avec des lois qu'il y a aujourd'hui, avec des accompagnements qu'il y a avec beaucoup de structures de femmes. Il y a ONU Femmes, il y a beaucoup de structures de femmes aujourd'hui qui accompagnent cela. Et tout cela maintenant reviendra à la femme elle-même. À la femme elle-même de prendre conscience. Je pense que beaucoup aussi, on en a déjà pris conscience, mais il faudra encore faire beaucoup de sensibilisation. Moi, je me dis, il y a on parle beaucoup de la participation des femmes, mais il faudrait les quantifier par rapport aux résultats. Quels sont les résultats obtenus par rapport à ça? Il y a ONU Femmes, il y a des conférences qui se font, mais moi je me dis... Beaucoup d'argent qui sortent aussi par rapport à ça, mais le problème c'est que il y a une frange de femmes qui en bénéficient. Il y a beaucoup d'autres qui n'en bénéficient pas. C'est ce qui fait cette pesanteur-là. Et les hommes aussi en bénéficient. Les hommes, bon, il y a aussi des hommes genrés, mais aussi des hommes jusqu'aujourd'hui, bon, ils sont là, mais ne croient pas vraiment à la femme. Mais moi, je me dis, c'est un faux problème. Là, nous avons des ministres qui sont femmes et dans leur cabinet, si vous êtes dans leur cabinet, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous n'allez pas vous soumettre à votre autorité parce que c'est une femme. Donc là, c'est un problème que je trouve que je ne débat plus sur ce problème-là. Je pense que la femme, si elle est leader, elle va exercer son influence par rapport à son entourage. Je sais que vous n'aimez pas faire la distinction entre le leadership de la femme et de l'homme. Pour vous, oui, c'est le même leadership. C'est le même leadership. Je ne sais pas si je dois vous poser la question. Est-ce que la femme est bon leader que l'homme ou notre pays a besoin d'une femme peut-être à la tête du pays? Bon. Il y a des gens qui le disent, hein, peut-être il nous faut maintenant peut-être une femme à la tête. Oui, les gens qui le disent n'ont pas tort. Oui. Pourquoi? Parce que la femme a des préalables. Elle a des préalables, elle a des prédispositions d'être un bon leader. C'est-à-dire, vous allez voir une femme qui n'a pas étudié, mais gérer sa maison. Gérer sa maison, gérer son... C'est une forme de leadership. Bon, oui, elle est prédisposée à faire de grandes choses. Parce que en dehors des connaissances qu'on doit acquérir à l'école ou dans notre formation, elle a ça déjà de par sa nature.
de par sa nature, elle peut gérer. Vous allez voir des femmes qui n'ont pas étudié, gérer de choses et puis de manière très propre et puis avoir des résultats. Et ajouter à ces prédispositions la connaissance et le savoir-faire, on pourra faire mieux. Alors, Laurel Sosongo, président de l'association Espoir de la jeunesse féminine, vous êtes un leader à Lingwala. Oui, moi je le confirme parce que j'ai essayé de me renseigner à Lingwala. Vous êtes très connue, vous avez été candidate députée provinciale lors du cycle électoral précédent. Vous n'avez pas été proclamée député malheureusement, mais n'empêche que vous soyez jusqu'à présent leader à Lingwala. Dans votre commune, comment ça se passe avec les femmes notamment? Oui, avec les femmes, moi, je dirais, je n'aime pas être trop femme parce que je vois en ça un danger parce que nous sommes en train aujourd'hui de sensibiliser les femmes. Et le jour où il y aura plus de femmes que des hommes, qu'est-ce qu'on dira? Mais c'est le cas dans plusieurs pays. Il faudrait enlever certaines femmes parce qu'il faut mettre des hommes. Non, ce sont des compétences. Les hommes, peut-être, ce sera leur tour de revendiquer aussi. Donc, autant il y a des femmes, autant il y a des hommes. Donc, nous parlons des compétences. À compétences égales, nous avons les mêmes chances. Donc, à côté de moi, lorsque je motive les femmes à faire de leur mieux. Ce n'est pas seulement dans le domaine politique, c'est dans tous les domaines. D'ailleurs, demain, je serai avec le judo club Lingwala. Et là aussi, c'est vraiment... Là, il y a des femmes. Il y a des femmes judokas. Oui, il y a des judokas. Et là, vraiment, des fois, si j'ai fait vraiment un effort d'être là à chaque fois qu'ils ont besoin de moi, tout simplement pour vendre cette image de la femme. Encourager ces jeunes filles de faire encore mieux. Donc, il y a certains domaines où on se dit les femmes ne peuvent pas arriver, mais il y a certaines femmes qui sont là aussi. Il faudrait les encourager, leur montrer qu'elles peuvent faire quelque chose et à travers elles, il y aura ils vont susciter d'autres personnes, d'autres jeunes filles qui pourront être comme elles. Alors, donc, à Lingwala, je dis, je suis avec les femmes, ça, il ne faut pas le nier. Je suis là pour encourager les femmes, mais au moins, je me force d'être un leader de tout le monde. Alors, ça fait beaucoup de temps que vous êtes engagé en politique. Comment c'est arrivé, en fait? Vous avez eu besoin d'un modèle aussi pour vous lancer dans ça? Mon histoire, c'est un peu compliqué. J'étais présidente du conseil communal de la jeunesse de Lingwala. J'ai eu un problème avec mon président. Nous étions en train... Bon, il occupait un espace. Je profite aussi pour parler de cet espace, le Champion. C'est un espace de la jeunesse. Et c'est un espace de la jeunesse. Mais qui est encore occupé jusqu'à présent. Qui est occupé jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque j'ai commencé à revendiquer, il y a eu des ennuis un peu politiques qui est entrés. Il avait des bras longs. Et là, je me suis dit, pour aujourd'hui trouver des solutions, il faut être là où les décisions sont en train d'être prises. Et là, pour changer les choses maintenant. Il faut être dedans. Et pour être dedans, c'est la politique. Et c'est ce qui m'a fait vraiment motiver à faire la politique. Alors, étant moi aussi un habitant de Lingwala, j'espère qu'on doit faire du bruit pour que tous les espaces destinés aux jeunes soient récupérés par les jeunes. Je pense que prochainement, nous parlerons que de cet espace parce que nous avions eu des révélations que ce n'est pas seulement l'espace n'est pas seulement occupé à le Champion, mais il y a aussi la commune qui a une main mise sur ça et qui n'arrive pas à nous dire la vérité. Mais nous avons eu certains documents. Nous allons revenir sur ça pour en parler en long et en large. J'espère que les femmes nous ont suivis et que ça leur a plu. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, Laurel Sosongo. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous également de nous avoir suivis depuis 18h, heure de Kinshasa. Alors, le journal, ce sera dans quelques minutes et ce sera avec Amina Bayombo qui se prépare déjà pour vous donner l'actualité, les grandes lignes et quelques détails également. Et quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve le vendredi prochain.